Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la politique économique et comme sous-thème, nous allons aborder la politique monétaire. Dans la politique monétaire, nous allons parler, déjà, ce sera présenté par M. Mahmadou Pantaleon Oke Sofiani, El Wahamani Karima et moi-même Moussa Bouassa Pastorlis. Nous sommes tous élèves ingénieurs en actuariat et finance en deuxième année et supervisés par M. Remag Algi, président de l'ABI, de la faculté des sciences et techniques de Marrakech. Alors, comme plan de l'exposé, nous avons dans l'introduction, il y a la définition de la politique monétaire. Donc, qu'est-ce qu'est la politique monétaire? Les objectifs de la politique monétaire et avec un peu d'historique aussi. Les instruments, ça c'est après l'introduction. Nous avons les instruments de la politique monétaire. La politique monétaire conventionnelle, la politique monétaire non conventionnelle et les avis des experts. Mais je tiens à préciser que cet exposé n'est que le condensé de plusieurs avis. Nous avons essayé de faire cet exposé avec les différents avis des experts dans le domaine de la politique monétaire. Alors, pour commencer, la définition, qu'est-ce que la politique monétaire? Déjà, il faut savoir que la politique monétaire est un instrument de la politique économique qui se définit comme étant l'action par laquelle la banque centrale d'un pays ou d'une zone monétaire, bien entendu, agit sur l'offre de la monnaie dans le but de remplir son objectif de triple stabilité, à savoir, tenez-vous prêts, la stabilité des taux d'intérêt, la stabilité des taux d'échange et la stabilité des prix. Voilà. Les objectifs de la politique monétaire, toujours dans notre introduction, sachez que la politique monétaire a trois grands objectifs qui sont contrôler l'inflation à un certain seuil, nous allons le voir quelle est la plus ou moins s'adapter, réduire le chômage seulement bien sûr après le contrôle de l'inflation et promouvoir les taux d'intérêt modérés sur le moyen et long terme. Donc, en exemple, au Maroc, depuis 1959, il y a la Banque Al-Maghrib qui assure ces fonctions-là, bien sûr, au royaume chérifien. Et la Banque centrale du Maroc, comme toutes les autres banques centrales, ont des cibles spécifiques pour ces objectifs. Elle veut que le taux d'inflation sous-jacent soit d'environ 2%. C'est la norme. Au-delà de cela, elle préfère un taux naturel de chômage entre 3,5 et 4,5%. Nous tenons à souligner qu'actuellement, avec la crise qui sévit, elle est largement au-dessus. Elle avoisine même les 10%. Déjà, quels sont les instruments de la politique monétaire? Afin de pouvoir concrétiser la politique monétaire, les banques centrales utilisent principalement des instruments suivants. Nous avons le taux d'intérêt directeur. Ce sont des taux d'intérêt dans le court terme fixés par la banque centrale d'un pays ou d'une union monétaire et qui permet à celle-ci de régulariser l'activité économique et donc de contrôler la masse monétaire. Sachez qu'il existe trois taux directeurs. Il y a les trois taux directeurs qui peuvent influencer sur la monnaie, qui peuvent prendre des noms différents en fonction des pays, du plus faible au plus élevé, qui sont le taux de rémunération des impôts ou encore taux de facilité de dépôt. C'est le taux directeur appliqué par la Banque centrale pour rémunérer les dépôts des banques secondaires et les autres établissements financiers. Nous avons le taux de refinancement, aussi appelé le taux REFI. C'est le principal taux appliqué par la Banque centrale par lequel les banques secondaires de second rang, autant pour moi, se refinancent. C'est à partir de celui-ci que les banques secondaires décident de leur taux de crédit. Nous avons le taux d'escompte. Sachez que le taux d'escompte, c'est une appellation américaine, donc c'est pour la Fed. En Europe, nous avons le taux de prêt marginal qui est aussi au Maroc, vu que les pays francophones suivent plus ou moins euh, la stratégie européenne à faire de banque centrale. OK. À savoir, nous avons les réserves obligatoires. Les réserves obligatoires, qu'est-ce que c'est? Ce sont les dépôts obligatoires des établissements financiers auprès de la Banque centrale, rémunérés ou non selon les pays. Leur montant constitue généralement un pourcentage qu'on appelle aussi coefficient de réserve de l'encours de leurs dépôts, le plus souvent de leurs dépôts à court terme.
En plus, nous avons les opérations d'open market. Alors, comme son nom l'indique, ce sont des interventions de la Banque centrale sur le marché bancaire qui se traduit par l'achat ou la vente des titres, en particulier des titres publics, des bons du Trésor par exemple, sur ce marché. En procédant ainsi, la Banque centrale exerce un double effet qui sont sur la liquidité bancaire qu'elle élargit ou réduit selon le sens de ses ordres achats ou de vente de titres, et aussi sur le prix de marché de ces titres et donc sur leur taux de rendement. Enfin, nous avons ce que l'on appelle le taux de change. Nous l'utilisons tous les jours dans le quotidien. C'est quoi le taux de change? Alors, on appelle taux de change la valeur d'une monnaie nationale par rapport à une monnaie ou devise étrangère. Exemple, un euro, par exemple, qui est 1,25 USD, donc le dollar américain, elle est notée euro-USD. Pourquoi euro-USD? Parce que la valeur forte est à gauche et la moins forte est à droite. Donc, c'est pourquoi on dit 1 euro est égal à 1,25 $. Ce taux de change varie et a un impact sur les coûts des importations. Vous allez voir comment après, et des importations et des exportations, bien sûr. D'où l'importance de veiller également à la stabilité de ce taux par la Banque centrale. Exemple, nous avons pris le mécanisme de cotation au Maroc. La valeur du dirham contre les monnaies étrangères est déterminée sur la base des cours de devises constituant le panier pondéré de leur poids respectif. Les taux de change établis par Banque Al-Maghrib sont cotés à l'incertain, soit le nombre d'unités de monnaie nationale nécessaires pour obtenir une monnaie étrangère selon la formule ci-après. Sachez déjà que le panier des devises qui constitue le dirham est constitué à 40% de l'USD, donc le dollar américain, et 60% de l'euro. Pourquoi? Parce que l'Europe est le principal partenaire économique du Maroc. Donc, pour calculer combien font un dollar en dirham, on calcule de la sorte, un USD est égal à 1, le tout divisé par 1 sur le cours de référence USD. Ça, vous allez le trouver sur le net. Bien sûr aussi, sur les cotations de Banque Al-Maghrib, vous allez trouver le cours de référence de chaque jour. Alors, c'est ce qu'on met là, qu'on multiplie par son coefficient de pondération qui est 40%. Et après, à cela s'ajoute 1 sur le cours de référence de l'euro, multiplié aussi par son coefficient de pondération qui est multiplié par le cours euro-USD. Et c'est cette valeur-là, une fois calculée, qui donne la valeur de 1 dollar en dirham. Sachez que Banque Al-Maghrib procède quotidiennement de 8h30 à 15h30 à travers un système de multifixing à la cotation des cours de change, virement de 16 devises contre dirham, et s'engage dans le cadre du marché de change domestique à les négocier avec les banques marocaines. Vous pouvez trouver ces informations sur le site officiel de la BAM. Alors, la suite, je vais donner la parole à ma collègue Karima. Alors, bonjour. Donc, comme nous venons de voir les moyens dont une banque centrale dispose pour pouvoir, contrôler la masse monétaire, on verra comment ils sont utilisés dans les deux différentes situations. Et il faut aussi noter que ces instruments mentionnés par mon collègue, ils forment ce qu'on appelle une politique monétaire conventionnelle, qui fera bien évidemment l'objet d'études de cette partie. Il existe un deuxième type, bien évidemment, dont mon collègue il va vous en parler par la suite. Donc, qu'est-ce que la politique monétaire conventionnelle? La politique monétaire conventionnelle, c'est un ensemble d'instruments dont dispose une banque centrale pour piloter le niveau de la masse monétaire. Ce sont des instruments utilisés par l'ensemble des banques centrales depuis leur création, d'où l'appellation instrument habituel de la politique monétaire. Cette politique, il comprend deux volets. Le premier, c'est la politique monétaire restrictive qui s'inspire de pensées monétaristes. Et le deuxième, c'est la politique monétaire expansionniste qui
de pensée keynésien. Voyons le premier volet qui est la politique monétaire restrictive ainsi que ses limites. C'est un ensemble de mesures de la Banque centrale qui vise à lutter contre un taux d'inflation trop élevé. L'objectif est donc de stopper la dévaluation de la monnaie sur le marché d'échange, mais également de restaurer la confiance des agents économiques dans cette monnaie. Une politique monétaire restrictive est menée en période de forte croissance économique et elle a pour effet de réduire la masse monétaire en circulation. On dit que l'orientation de ce type de politique monétaire est hawkish. Et c'est un terme utilisé bien évidemment pour désigner plutôt une politique monétaire qui a pour objectif de lutter contre l'inflation. Malheureusement, cette politique monétaire a des limites. Il doit plutôt être mené avec prudence, car elle peut entraîner d'une part un ralentissement de l'activité économique, voire une déflation, ce qui est notre objectif, mais il peut causer une dégradation considérable de la balance du commerce extérieur dans le sens où, si le taux d'inflation chute, cela peut conduire à une forte appréciation de la monnaie sur le marché d'échange et donc à plus faible compétitivité des biens et services à l'étranger. Et donc, si une économie d'un certain pays est dépendante des exportations, la croissance se verrait fortement ralentie. Voyons un peu le mécanisme de cette politique monétaire restrictive. Donc, pour pouvoir mener cette politique monétaire, la Banque centrale peut agir sur le taux directeur par une augmentation. Cette augmentation va augmenter les taux de crédit bancaire, ce qui va rendre les banques moins liquides et qui ne va pas les inciter à octroyer les crédits aux ménages et aux entreprises. Donc, la demande elle va chuter, ainsi que les investissements et les dépenses, ce qui engendra un ralentissement de l'activité économique et une chute de l'inflation. Donc, il peut aussi agir par une augmentation de réserves obligatoires qui va diminuer la liquidité bancaire, ainsi d'augmenter les taux de crédit bancaire qui va diminuer les demandes de crédit, les investissements et les dépenses, et ainsi un ralentissement de l'activité économique et une chute de l'inflation, voire une déflation. La banque aussi a la possibilité d'effectuer une vente de titres sur le marché, qui a le même effet que l'augmentation de réserves obligatoires, à savoir la diminution de la liquidité bancaire, et accompagnée d'une augmentation de nombre de titres sur le marché, qui va augmenter les taux lents, diminuer les investissements et les dépenses, ralentir l'activité économique et qui va engendrer une diminution de l'inflation. Mais, comme on l'avait vu, cette politique monétaire a des limites. Donc, il peut conduire à un déséquilibre extérieur, ainsi un risque de récession. Voyons maintenant le deuxième volet de la politique monétaire, à savoir la politique monétaire expansionniste ainsi que ses limites. D'abord, c'est quoi cette politique monétaire? C'est une action de la Banque centrale qui vise à relancer l'activité économique d'un pays ou d'une zone géographique. Cette politique est menée en période de récession économique ou en début de reprise. La politique monétaire expansionniste a pour effet d'accroître la masse monétaire. On dit que l'orientation de ce type de politique est dovish. Et c'est un terme qui désigne une politique monétaire ayant pour objectif la croissance économique. Cette politique monétaire a cependant des risques d'inflation. Si cette inflation est trop importante, cela finit par nuire à la croissance économique et empêcher la reprise normale de l'activité. D'autre part, les banques peuvent rechigner à accorder des crédits malgré l'allègement des conditions des prêts. Le pays peut alors se retrouver sans perfusion et incapable de se passer des mesures expansionnistes. Voyons les mécanismes de cette politique monétaire. Donc, la Banque centrale, pour pouvoir mener cette politique, il peut effectuer ou bien baisser les taux d'intérêt directeurs, ce qui va baisser les taux d'intérêt, qui va augmenter
l'investissement, ainsi qu'une hausse accompagnée d'une hausse de la consommation qui va engendrer une hausse de la demande globale ainsi une hausse de la production. Et ceci va engendrer une hausse de la croissance et hausse de l'emploi, ce qu'on souhaite. Mais malheureusement, en baissant le taux d'intérêt directeur, ça peut conduire à une hausse de la masse monétaire et ainsi une hausse d'inflation. La Banque centrale, elle a d'autres instruments par lesquels il peut agir ou bien mener cette politique monétaire expansionniste. Il peut baisser le taux de réserve obligatoire qui va rendre les banques qui va augmenter plutôt la liquidité des banques. Ainsi, ça va les inciter à octroyer des crédits aux investisseurs et aux ménages. Il peut aussi acheter les titres sur le marché qui va augmenter la liquidité et ainsi relancer l'activité économique. Donc, pour le deuxième type de la politique monétaire, à savoir la politique monétaire non conventionnelle, c'est Sofiane qui va vous en parler. Alors, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon, nous allons à présent voir la politique monétaire non conventionnelle. Alors, qu'est-ce que c'est que cette politique? Une politique monétaire non conventionnelle est un ensemble de mesures prises par une banque centrale pour mettre fin à une situation économique exceptionnelle. Ça peut être un risque de déflation ou bien encore une crise économique majeure. Ces mesures censées être temporaires sont utilisées par les banques centrales uniquement si les instruments conventionnels qu'on a déjà cités de la politique monétaire ne réussissent pas à provoquer l'effet souhaité. Alors, le but final de cette politique est que la Banque centrale ait à nouveau un impact sur la croissance économique, le taux d'inflation, ainsi que sur la liquidité du marché. Alors, quels sont les instruments qu'elle utilise pour mener à bien cette politique dite non conventionnelle? Tout d'abord, les banques centrales ont recours à ce qu'on appelle le quantitative easing, qu'on abrège QE, qu'on appelle en français assouplissement quantitatif. C'est une politique monétaire, autant pour moi, non conventionnelle, qui est utilisée généralement en situation de crise et qui consiste pour la Banque centrale à gonfler son bilan, c'est-à-dire à augmenter la taille de son bilan. En faisant quoi? En rachetant massivement des titres publics éligibles. Ça peut être des obligations d'État ou encore des obligations d'entreprise et sur le marché interbancaire afin d'augmenter la liquidité des banques de second rang et d'augmenter ainsi la quantité de monnaie en circulation. Alors, le quantitative easing a pour objectif de rétablir les conditions optimales pour que les banques commerciales souhaitent accorder à nouveau des crédits aux agents économiques. Voyons voir comment s'effectue le mécanisme. Tout d'abord, la Banque centrale crée de la monnaie qu'on appelle monnaie banque centrale, avec laquelle elle va racheter les titres d'État auprès des banques de second rang. Et en faisant ceci, elle va diminuer aussi une part de leur risque au bilan. Celles-ci, étant dans des conditions favorables, vont baisser leur taux d'intérêt. Les taux d'intérêt étant bas, et cela va inciter les entreprises ainsi que les consommateurs à prêter davantage avec les sommes prêtées et ils vont ainsi dépenser et donc stimuler l'activité économique. Et dans la section suivante, nous allons voir le deuxième instrument utilisé, c'est le qualitative easing ou bien assouplissement qualitatif. C'est une forme plus élargie de l'instrument suivant qui consiste pour la Banque centrale à alléger les règles d'accès à ces opérations de financement bancaire sans pour autant changer son bilan, en élargissant la catégorie des actifs éligibles. Et je vais préciser cela, un actif éligible, c'est quoi? C'est un actif qui vérifie un certain nombre de conditions. Donc, par exemple, ça peut être avoir une très bonne notation ou bien avoir un risque de défaut très faible. Alors, en élargissant la catégorie des actifs éligibles que les banques sont tenues de lui apporter en échange des liquidités fournies, il peut s'agir pour la Banque centrale d'acquérir des titres plus risqués qui sont non AAA au détriment de titres moins risqués qui sont AAA. Ce faisant, la Banque centrale atténue considérablement la part de risque au bilan des banques commerciales. Et sur le graphique suivant, nous pouvons suivre l'évolution du taux directeur de la Fed
de la Réserve fédérale américaine, ainsi que de la taille de son bilan durant la période de mai 2004 à avril 2019. Durant la période de 2004 à 2008, on peut constater que le total d'actifs de la Fed est resté à un niveau constant, mais ce niveau s'est vu considérablement augmenter suite à la crise économique qui a frappé les principales banques centrales. Voilà, ce qui s'est répercuté par une augmentation de l'actif, le total d'actifs au bilan de la Fed. Et ce total n'a cessé d'augmenter jusqu'en 2019. Voilà, là, nous allons à présent voir le troisième instrument utilisé, et c'est le taux d'intérêt négatif. C'est un taux qui ne s'applique qu'aux dépôts et aux réserves, c'est-à-dire les comptes que détiennent les banques commerciales auprès de la Banque centrale et que la Banque centrale utilise pour encourager les banques secondaires à prêter plutôt que d'épargner, ce qui aura pour effet de stimuler la croissance. Lorsque les banques centrales mettent en place des taux d'intérêt négatifs, les dépositaires, généralement les banques centrales, doivent payer des intérêts aux banques centrales pour y conserver leur argent. Alors d'habitude, qu'est-ce qui se fait? Normalement, la Banque centrale rémunère les dépôts des banques de second rang à travers le taux de rémunération de dépôt. Mais lorsque ce taux est faible, qu'est-ce qui se passe? Lorsque ce taux est négatif, autant pour moi, cela va signifier que les banques centrales, les banques de second rang devraient payer des intérêts pour pouvoir y conserver leur liquidité. Ce qui n'est pas favorable pour elles. Elles vont donc plutôt prêter plutôt que d'épargner. Dans cet exemple, on suppose que si le taux de dépôt de la Banque centrale est de moins 1%, les banques peuvent baisser leur taux sur le prêt à 0% ou encore à 0,5% pour rendre les prêts plus attractifs pour les sociétés ainsi que pour les particuliers. Et aujourd'hui, durant la période de relance de l'économie mondiale, durant la crise qui a frappé l'économie mondiale, durant les années 2008, certaines banques centrales ont eu recours à l'utilisation de cet instrument, le taux d'intérêt négatif. Comme on peut le constater, les taux étaient compris entre 0 et moins 1,5% à partir de 2014. Et finalement, nous allons voir le quatrième instrument qui est utilisé. C'est ce qu'on appelle le forward guidance. Alors, c'est une expression anglaise qui signifie guidage prospectif. Il s'agit d'un outil dont disposent les banques centrales et qui consiste pour elles à donner des informations sur leur politique monétaire à venir. Il peut s'agir de donner la direction future de leur taux d'intérêt directeur. Les banques centrales utilisent ce procédé pour influencer les anticipations de taux des différents agents économiques. Par exemple, lorsque la Banque centrale annonce que son taux directeur restera à un niveau bas durant une longue période, cela permettra aux agents économiques d'avoir une meilleure visibilité du futur, puisqu'ils connaissent la direction future du taux directeur. Il en résulte que leur aversion au risque va diminuer, ce qui aura pour effet une baisse des taux moyens et longs que les investisseurs vont exiger, parce que leur risque va diminuer et donc ils vont réclamer des taux faibles. Et dans la mesure où le niveau des taux exigés par les investisseurs est fonction du risque. Lorsque le risque augmente, ils vont réclamer un taux plus élevé. Voilà, maintenant, à présent, nous allons essayer de voir comment est-ce que, bon, tout d'abord, et toujours pour illustrer cette politique de forward guidance, on peut constater sur ce graphique-là que les taux d'intérêt bancaire, les taux directeurs sont restés à un niveau faible durant plusieurs périodes. C'est toujours durant la survenue de la crise économique qui a frappé l'économie mondiale en 2008. Et finalement, nous allons voir comment est-ce que les banques centrales ont utilisé ces instruments non conventionnels pour faire face à la crise financière de 2008. Et alors, qu'est-ce qui s'était passé durant cette période? Les marchés interbancaires ont connu une crise de confiance depuis septembre 2007, avec l'annonce par différentes banques de leur exposition aux créances subprime. Ce sont des prêts immobiliers accordés à des agents qui sont très peu solvables, donc à un taux très élevé. Et cette crise s'est considérablement aggravée à partir de septembre 2008 avec la chute de la banque d'affaires Lehman Brothers. Cette situation a abouti au blocage du marché interbancaire. Les banques ayant des liquidités disponibles n'ont plus voulu prêter aux autres banques de peur de n'être pas remboursées.
accumulant donc leur excédent sur le compte courant qu'elles détiennent auprès de la Banque centrale. Et celles ayant besoin de liquidité n'ont plus trouvé de prêt, ce qui les menaçait de faillite. Au même moment, sur le marché financier, les investisseurs demandaient des taux d'intérêt de plus en plus élevés, toujours plus haut risque qui étaient élevés. D'autres préféraient épargner. En d'autres termes, cette crise se traduisait par une crise de confiance entre les banques et les différents acteurs et promettait de devenir une crise de solvabilité. Alors, face à cette situation, les banques centrales se sont vues contraintes d'intervenir massivement sur le marché interbancaire pour y rétablir la confiance. Elles ont tout d'abord pensé à baisser le taux directeur, ce qui n'a pas fonctionné, malgré une baisse atteignant la limite de 0%, comme on peut le constater sur le graphique suivant. Et à partir de fin 2007 et début 2008, les taux ont considérablement chuté et sont restés à un niveau avoisinant les 0% durant toute la période qui a suivi. Et alors, face à cette inefficacité des instruments habituels, les principales banques centrales se sont vues contraintes de combiner les instruments non conventionnels qu'on a déjà cités afin de pouvoir restaurer la confiance entre les acteurs et de relancer l'activité économique. Et sur le graphe de gauche, les banques centrales ont utilisé la politique de quantitative easing, comme on peut le constater par ce qui s'est répercuté plutôt par un gonflement de leur bilan. Et à droite, à travers la politique de forward guidance, les banques ont baissé leur taux et elles ont annoncé que ce taux restera faible et durant toute la période qui va suivre, comme on peut le remarquer de 2008 à 2007. Et finalement, durant toujours cette crise économique, afin de toujours relancer l'activité économique, d'autres banques ont été contraintes d'utiliser des taux et d'intérêts négatifs, toujours dans l'optique de pousser autant pour moi les banques de second rang à accorder plus de prêts pour ainsi augmenter la liquidité et donc de relancer l'activité économique. Je suis au terme de ma partie. Là, je vais laisser M. Pasteur pour poursuivre avec les avis qu'on a eu à recenser auprès des différents experts. D'accord. Alors, comme disait mon collègue, nous avons eu à contacter plusieurs experts parce que notre exposé, c'est une sorte de condensé d'experts. Déjà, pour le premier expert, nous avons contacté M. Dominique Strauss-Kahn, ancien président du FMI, ancien homme politique, fondateur du Parnasse International situé à Marrakech, spécialisé en conseil financier pour les États africains. Comme deuxième expert, nous avons contacté M. Mohamed Elarti, deuxième directeur régional de la Banque Al-Maghrib à Tanger, qui, lui, nous a, on va dire, troisième expert que nous avons contacté grâce à lui aussi, c'est M. Abdelrahim Mik, premier responsable du département budget au ministère de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration. Quatrième expert, c'est M. Aboubakar Bali, cadre supérieur au département du chef du gouvernement. Et enfin, nous avons voulu avoir l'avis d'une professeure. Nous avons contacté donc Madame Dr Harib Fatima, directrice de l'NCG Marrakech et prof de politique monétaire à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Marrakech, de l'université Kadi Ayad. Alors, dans l'optique de synthétiser tous les entretiens qui ont été menés, nous avons gardé les éléments essentiels afin de minimiser la redondance. Nous tenons à le préciser. Alors, la première question, c'est, dans les faits, sur les 24 dernières années, la Banque Al-Maghrib a procédé à des baisses graduelles du taux directeur, le ramenant de 7% en 1996 à 2,5% en 2014. Alors, quel effet a eu cette baisse sur la sphère financière? Voilà. Donc, pour synthétiser, voici les réponses que nous avons eues. Déjà, il faut savoir que l'évaluation de l'impact de la politique monétaire vis-à-vis de son évolution est un exercice difficile, vu le changement continu au niveau des instruments et du cadre opérationnel et institutionnel marocain. Sachant que les derniers changements ont eu lieu en 2006 puis en 2019. Néanmoins, nous pouvons expliquer la diminution du taux directeur depuis les années 96 par notamment le fait que cette année a été marquée
En effet, par l'accélération du phénomène des innovations financières et par la mise en place effective des nouveaux dispositifs d'intervention de Banque El Maghrib sur le marché monétaire. En plus, ces ajustements par les taux opérés par BAM depuis 1996 ont impacté, je dis bien impacté, directement ou indirectement, l'ensemble des composantes de l'économie marocaine, quelles que soient financières, banques, assurances, ou encore non financières, bien entendu, les institutions, les investisseurs, les ménages, les entreprises, etc. Et ce, via l'influence sur leur comportement en termes de consommation, d'épargne ou d'investissement. Alors, pour la deuxième question, c'était comment la Banque centrale a réagi face à la pandémie du COVID-19 pour la relance de l'économie, ce qui est plus ou moins un sujet d'actualité. Alors, concernant les réponses apportées par BAM depuis le début de la crise, je commencerai par la politique monétaire, où les mesures ont concerné le taux directeur, déjà, le taux de réserve et le refinancement des banques. Ainsi, la BAM a réduit le 17 mars, pour préciser, son taux directeur de 25 points de base. Puis, une deuxième fois le 16 juin de 50 points, le ramenant ainsi à 1,5%. Il est rappelé que ce taux était fixé à 2,25% depuis mars 2016. La Banque Al Maghrib a aussi libéré intégralement le compte de réserve au profit des banques. Si vous vous souvenez, nous avons parlé de ça dans la première partie, les instruments conventionnels. Donc, à cause de la crise, BAM a libéré intégralement le compte de réserve au profit des banques, ramenant son taux lors de la réunion du Conseil de la Banque de juin à 0%, ce qui s'est traduit par une injection supplémentaire permanente de plus de 12 milliards de dirhams de liquidités. Et le troisième, c'est en prévision du creusement du besoin de liquidité des banques. Bien entendu, la BAM a assoupli ses conditions de refinancement. Et ce, non seulement pour les banques conventionnelles, mais également pour les banques participatives et les associations de microcrédit que l'on abrège quotidiennement AMC. Alors, la question suivante, c'était, question numéro 3, ça arrive. Quels sont les éléments pris en compte par la BAM pour fixer la croissance annuelle de la masse monétaire? Et ce n'est pas seulement la BAM, c'est toutes les banques centrales qui, plus ou moins, utilisent cette même procédure. Alors, Banque El Maghrib a mis en place plusieurs instruments réglementaires qui ont été modifiés tout en changeant les objectifs fixés par les autorités monétaires. Parmi ces objectifs, faciliter le financement des investisseurs. Pour atteindre cet objectif, je tiens à préciser que plusieurs modifications ont touché les instruments de la politique monétaire utilisée. Premièrement, le plafond du reste-compte. Dès la création de la BAM en 1959, les autorités monétaires ont choisi d'instaurer des plafonds globaux distincts pour chaque banque afin de contrôler la quantité des crédits par l'action sur la liquidité bancaire. Et aussi, ajouté à cela, nous avons les réserves obligatoires aussi qui ont été modifiées, que la BAM utilise. L'utilisation de cet instrument a permis à la Banque centrale d'agir sur la liquidité bancaire sans modifier le plafond d'escompte, tout en modulant le volume des dépôts. Nous avons aussi le plancher des faits publics. Alors, cet instrument a été utilisé depuis 1966 afin d'orienter la liquidité bancaire vers le circuit public. Pour cela, les autorités monétaires obligent les banques à conserver un portefeuille minimum d'effets publics, qu'on appelle quotidiennement plancher des bons du Trésor. L'encadrement du crédit, il a été utilisé dans le but de maîtriser le taux de progression des crédits accordés par les banques. Cette technique monétaire a été utilisée pour la première fois en 1969. Et enfin, nous avons le taux d'intérêt. Les autorités monétaires ont utilisé le taux d'intérêt en tant qu'une véritable locomotive pour favoriser l'investissement. Ces taux ont été maintenus à un niveau bas
afin qu'ils assurent l'opération de financement pour les secteurs prioritaires. La question numéro 4, c'est comment se constitue le conseil d'administration d'une banque centrale pour minimiser l'influence de l'État sur la prise de décision. Reformuler, ça donne comment est assurée l'indépendance de la banque centrale vis-à-vis de l'État. Alors, là encore, sachez qu'il y a des lois qui régissent ces institutions, notamment la banque centrale, comme c'est le cas dans la majorité des pays du monde, est gérée par une loi. Et au Maroc, c'est la loi 47 du 21 juin 2019 qui stipule que Banque Al Maghrib est une personne morale publique dotée de l'autonomie financière et administrative. Point. Alors, donc, l'autonomie de la Banque centrale est garantie par la loi qui détermine aussi la constitution de son conseil d'administratif ainsi que ses organes de contrôle. Pour plus d'informations, bien sûr, sur la gouvernance de la BAM, vous pouvez consulter la rubrique gouvernance au niveau de son web site que nous avons mis le lien tout en bas. Question numéro 5, qui est un peu plus technique. À quoi consiste le contrôle macro-prudentiel de la Banque centrale? Alors là aussi, nous avons eu une magnifique réponse de CO4. Le contrôle macro-prudentiel a pour objectif de préserver la stabilité de l'ensemble du système financier en évaluant le risque systémique et en analysant, par exemple, les interdépendances entre les établissements financiers. Son but final est d'éviter que l'instabilité financière ait des retombées négatives sur l'économie réelle. À titre d'exemple, la banque fait des macro-stress tests sur les banques commerciales. Le macro-stress test sont des exercices des autorités compétentes distincts de ceux menés par les acteurs pour leur gestion des risques. Ils incluent des objectifs d'évaluation des risques à travers un secteur, marché ou l'ensemble du système financier pour des fins de stabilité financière. Alors, question numéro 6 et la dernière, c'est quoi la procédure par laquelle la Banque centrale contrôle la qualité des actifs des banques? Parce que, comme vous le savez très bien, que dans les banques, il y a beaucoup d'actifs qu'on appelle généralement des produits financiers. Alors, la réponse est claire. En évaluant les risques auxquels sont confrontés les banques, ainsi que par les indicateurs spécifiques, comme la rentabilité des actifs des banques, qu'on abrège ROA, et aussi par des tests de stabilité financière comme les micro-macro-stress tests. Alors, merci encore pour votre attention et nous espérons que cette présentation vous a fait du plus grand bien. Vous pouvez trouver le document attaché et au revoir.